cette nouvelle vidéo, je suis fier de vous présenter aujourd'hui l'iceberg de Super Mario 64. Elle est réelle, c'est ce qu'une majorité des joueurs se sont persuadés d'avoir lu, inscrit sur la stèle de l'étoile éternelle dans le jardin du château de la princesse Peach, là où d'autres joueurs, peut-être un petit peu plus terre à terre, y ont lu Eternal Star. La phrase Hell is Real 2401 a développé l'idée qu'effectivement Luigi, ici représenté par la lettre L, était effectivement débloquable dans le jeu, chose qui je rappelle n'est pas le cas, mais l'existence de Luigi dans Super Mario 64 a toujours été source de fantasmes pour les joueurs, et je me rappelle moi-même être le premier, à mes 12 ans, à chercher sur les forums de jeuxvideo.com des astuces pour le débloquer. Naïf que j'étais. Le numéro 2401, lui, aurait apparemment été lié à la façon de le déverrouiller. Par contre, chose réellement incroyable, et c'est peu de le dire, c'est tout juste 24 ans et 1 mois après la sortie du jeu, donc en juillet 2020, pendant l'époque des grands leaks, qu'a leaké le vrai modèle 3D de Luigi tiré du code source du jeu. Et ça, c'est fou. Donc, 24 ans après, Luigi n'est plus un fantasme, il a toujours été présent, et les plus illuminés parmi nous qui croyaient dur comme fer en son existence avaient raison depuis le début. Oui, on peut aujourd'hui le dire, 2401, elle est réelle. Le Space World est le nom d'un salon de jeux vidéo durant lequel les éditeurs pouvaient présenter au monde entier leurs derniers jeux et leurs dernières consoles, au même titre qu'un E3 aujourd'hui. On parle d'une époque où Internet n'existait pas, et où on se documentait grâce à la télévision, très faible en contenu lié aux jeux vidéo en France à l'époque, et grâce aux magazines. L'édition du Space World de 1995 a dévoilé pour la première fois de l'histoire les premières images d'un jeu qui s'appelle Super Mario 64, sur une console qui s'appelle la Ultra 64, qui était évidemment le nom de code de la 64 à l'époque, au même titre que la GameCube s'appelait la Dolphin ou que la Switch s'appelait la NX. Comme vous le voyez à ces images, le jeu était assez différent visuellement, et pas que visuellement, puisqu'on a aussi eu la chance d'entendre la version bêta de la voix de Mario, qui heureusement a été réenregistrée pour la sortie du jeu. Château beaucoup plus vide, texture différente, un compteur de vie différent, pas de Peach sur le château, apparition dans des levels différents, la structure des levels elle-même modifiée, des levels complètement différents, une minimap dans un coin de l'écran, des polices d'écriture différentes, gagner des pièces et une étoile en battant Bowser, Mario qui tournoie après un triple saut, le fait de pouvoir voler avec un canon, le jeu qui lag dans le level du sous-marin, ah non ça ne change pas en fait, oups désolé, des clés cachées dans des bouts, des mines de Bowser dans l'eau, l'utilisation de tableaux qui ne seront plus accessibles dans le vrai jeu. Le youtubeur Beta64 a aussi expliqué dans sa vidéo consacrée à la bêta de Mario 64 que le code du jeu permettait de découvrir qu'il devait aussi y avoir un trampoline, un œuf de Yoshi, des carapaces rouges et vertes comme dans Mario Kart, des textures de la casquette ailée métallisée, alors qu'il est impossible dans le jeu de base d'utiliser les deux casquettes en même temps. Il y a encore des tas d'éléments de la bêta que j'ai pas abordé ici, c'est tellement long que ça mériterait une vidéo à part entière. Petit secret très simple, je rappelle qu'on est toujours sur la face visible de l'iceberg, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît. Il y a une vie cachée dans la forteresse Whomp, il suffit juste de se placer devant la bonne paroi, de donner un coup de poing avec Mario, et une partie du mur va éclater pour laisser place à un petit creux contenant une vie. Simple, rapide, mais caché, et on sait pas trop pourquoi. Et il fallait le trouver. Du coup, qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres vies cachées dans le jeu, à des endroits inattendus où il faudrait frapper avec Mario ? Le premier pont qu'on rencontre dans le premier level du jeu a deux particularités étonnantes. D'abord, on peut s'y accrocher par en dessous et le grimper, ce qui ne sert à rien, ce qui n'a pas l'air d'avoir été prévu. Deuxièmement, Mario peut passer à travers le pont en sautant à son extrémité par en dessous. Là aussi, ça ne sert à rien, mais c'est possible. À croire que rien
rien ne va avec ce pont précisément. Peut-être qu'il renferme d'autres secrets encore jamais découverts? Ok, on aborde maintenant le côté technique du jeu. Mettons-nous d'abord d'accord sur ce principe. Quand tu appuies sur un bouton de ta manette, tu exerces une pression. Cette pression se divise en 3 parties, celle où tu appuies une première fois sur le bouton, la durée durant laquelle ton doigt reste appuyé, et le moment où tu relâches le bouton. Tout ça, c'est la pression du bouton A. Dans Super Mario 64, quand tu appuies une fois sur le bouton A, Mario saute légèrement. Quand tu appuies un petit peu plus sur le bouton A, Mario fait un vrai saut et reste un petit peu plus longtemps en l'air. Quand tu appuies sur le bouton A et que tu le laisses enfoncer, Mario fait exactement le même saut que précédemment. Mais tu peux continuer à déplacer Mario, à plonger en avant avec le bouton B, à t'accroupir avec le bouton Z, tout en gardant le bouton A enfoncé. Ça ne changera rien. L'idée de la demi-pression du bouton A est apparue dans le cadre de défis où le but est d'attraper certaines étoiles du jeu avec le moins d'utilisation possible du bouton A. Là où les participants affirmaient y arriver avec seulement une seule pression, on a découvert la possibilité de n'utiliser qu'une demi-pression, celle quand on relâche le bouton A. Et il fallait donc avoir enclenché la pression du bouton A avant de rentrer dans le level. C'est comme ça que Panenkoek 2012, célèbre youtubeur qui décrypte justement Super Mario 64, a réussi à attraper 7 étoiles en hauteur dans la caverne brumeuse en appuyant sur le bouton A 0,5 fois. Alors attention, c'est pas à la portée de n'importe qui, d'ailleurs uniquement lui y est parvenu, ça demande à maîtriser le jeu avec une machine, de le faire tourner des jours entiers pour manipuler la mémoire du jeu, il a lui-même sorti une vidéo de plus de 25 minutes pour expliquer toute la procédure, c'est un joyeux bordel, mais terriblement intéressant à écouter et à comprendre. Mais pour arriver à une telle prouesse, il a aussi joué avec les univers parallèles. Vous trouvez les explications de la demi-pression du bouton A compliquées? Eh bien, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Les univers parallèles sont des copies conformes et identiques, mais invisibles des levels ou des maps sur lesquels Mario peut se trouver. Pour expliquer comment y accéder, je vais devoir d'abord vous expliquer comment fonctionne la célèbre technique des speedrunners, à savoir le backward long jump, le BLJ, que je préfère appeler le saut en longueur à l'envers. Vous avez sûrement déjà vu cette séquence de Mario qui fait des sauts en longueur inversée dans un escalier du château. Très grossièrement, Mario accumule énormément de vitesse en enchaînant les sauts en longueur qui se bloquent dans une pente, dans un escalier ou même sur certains murs penchés. Et toute cette vitesse amagasinée est à un moment donné relâchée par le jeu, ce qui est représenté par Mario, qui est propulsé en arrière à une vitesse normalement inatteignable dans une session de jeu classique, tellement inatteignable que le jeu lui-même n'a pas prévu que Mario puisse aller aussi vite, et c'est comme ça qu'en speedrun, Mario peut traverser des murs ou des portes. En répétant ce même exercice, il est possible pour Mario de sortir en dehors des limites de la map et d'atterrir sur des maps identiques à celles où il était, mais malheureusement invisibles. Ce sont les univers parallèles. Bon, accrochez-vous car là on va aborder 2 théories que j'adore du jeu. Je vais les survoler car là aussi une vidéo à part entière serait nécessaire pour tout expliquer. Il y a dans le jeu, et je ne vais pas expliquer ici comment ni pourquoi, une pièce inaccessible qui se trouve derrière les murs d'une map. Et qu'on appelle la pièce impossible, puisqu'elle est logiquement impossible à attraper. Elle se trouve sur l'île Grand Petit, on peut l'apercevoir en déplaçant la caméra dans le bon angle et sur le bon emplacement de la map. Autre histoire du même registre, mais que j'adore toujours autant, dans Mario 64, l'apparition des Goombas se fait toujours de la même manière. Les développeurs ont posé sur la map soit un Goomba seul, soit un lot de 3 Goombas. Et tout ça, c'est vérifiable dans le code source du jeu. Problème, dans le dernier niveau du jeu, la route pour aller au dernier Bowser, le code source du jeu nous dit